Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour les gens qui n'ont pas forcément eu le temps de se préparer pour le CDF. Mais cette vidéo, le but, ça va être vraiment de vous aider beaucoup et de gagner beaucoup de temps pour ensuite être beaucoup plus solide au niveau de chaque match-up. Le principe de cette vidéo, on va prendre le meilleur deck méta et derrière ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où est-ce qu'on peut end-trap ces decks là pour que ce soit le plus impactant avec les 3 end-traps de base, donc Ogre, H et Imperm. Derrière ça, on va voir un petit peu les dangers qu'on a sur un board de base au niveau de ce deck là, donc voir qu'est-ce qui peut vous surprendre, qu'est-ce qu'il y a comme interrupt au niveau de ce deck là et du board de base. Et pour finir, on va voir une tier list par rapport au end-trap staple, choses que vous pouvez jouer en side ou en main qui vont être impactantes ou non contre ce deck là et pourquoi. Je vous dis, ça va être une mine d'or cette vidéo. Pour commencer, on va s'intéresser à Voiceless Voice. Donc on va déjà voir au niveau des end traps comment est-ce qu'on va les caser. Donc là je vais commencer un combo parce que dans un combo classique on va comprendre plus facilement. Pour commencer, la première end trap qu'on va pouvoir activer contre ce deck, ça va être Imperm. Donc Imperm, il va permettre d'annuler les effets de la carte. Donc quand l'eau est invoquée sur le terrain, c'est le seul timing où Imperm est intéressante, ou Veiler aussi, étant donné que derrière, tous les effets vont être plus du tout sur le terrain, ou alors c'est pas impactant. Et en plus de ça, au niveau de sa magie continue, vous ne pourrez plus cibler ses monstres quand il aura un monstre rituel Elo. Donc ça ne sert à rien non plus de garder sa Imperm pour le tour d'après. Donc là c'est le timing de Imperm que vous pouvez faire. Vous le pouvez faire aussi sur Diviner. Hop, si l'adversaire commence son combo avec son invocation normale, avec son Diviner qui est juste ici, pareil il va finir sur l'eau, donc vous pouvez directement Imperm Diviner ou attendre l'eau, ça c'est votre choix, mais les deux sont possibles. Au niveau derrière de la prochaine interaction, notre lot du coup elle va permettre d'aller chercher la magie. La magie continue, on va l'activer directement sur le terrain. Quand on a notre magie continue sur le terrain, on va activer son effet. À ce moment-là, c'est le timing où vous pouvez ogre parce que vous pouvez détruire la magie continue. Derrière, elle est détruite et il ne va pas chercher de carte depuis son deck. À ce moment-là, il va en général chercher sa Saphira, juste ici, qui va faire absolument tout dans le deck. Au niveau de Saphira, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se discarde et vous allez envoyer une magie rituelle au cimetière et tuto un monstre rituel. C'est là que intervient votre timing de H, étant donné que c'est une carte qui va apporter vraiment pas mal de ressources, donc vous pouvez bloquer actuellement Saphira, donc vous faites Saphira. Derrière, il envoie une magie, donc quand il active Saphira, vous pouvez directement faire H, ça évite et à la magie d'aller au cimetière, parce que la magie est gênante dans le sens où si au tour d'après, vous arrivez à passer son monstre rituel, et ben la magie va faire qu'il y a un autre monstre rituel qui arrive, donc c'est quand même compliqué. Et en plus de ça, elle permet d'aller chercher du coup le monstre rituel qui va créer une negate, qui est du coup notre School Guardian. Donc si vous avez H, vous le faites tous les jours sur la Saphira. Derrière ça, si vous n'avez toujours pas réussi à le bloquer, c'est un petit peu compliqué. Ce timing-là, c'est le timing où votre adversaire, enfin où vous pouvez faire votre Didi Crow. Didi Crow, vous bannissez la Saphira du cimetière, ça évite que Saphira active son effet et qu'elle puisse invoquer le School Guardian, ce qui derrière crée une negate. Donc Didi Crow peut être un bon timing pour bannir la Saphira. Si ce n'est pas le cas, l'adversaire va faire Saphira et va directement envoyer ça l'eau au cimetière, faire son monstre, effet de l'eau dans le cimetière, on va faire chain 1 et chain 2 de l'eau qui revient du cimetière, elle revient sur le terrain. Si l'adversaire fait des chain blocks comme ça, vous pouvez faire Ghost Bell pour éviter à l'eau qu'elle revienne sur le terrain et ça évite d'avoir une negate, mais c'est pas non plus un timing qui est très ouf. Et au niveau de notre School Guardian, il peut aller chercher une carte, donc pour le coup tout dépend de la situation, mais par exemple il peut aller chercher son Soravis ou Soravis le dragon, comme ceci. Au niveau du board de base de Voiceless Voice, les dangers qu'il va y avoir, c'est clairement le plus gros, c'est School Guardian. Au niveau de School Guardian, il va permettre d'avoir une negate et de détruire. Derrière ça, il a quand même 4100 d'attaque, parce qu'il y a l'eau ou sur le terrain ou dans le cimetière, donc bien y faire attention. Et en plus de ça, on ne peut que l'attaquer lui tant qu'il y a la magie sur le terrain. La carte magie continue, elle va permettre aussi, tant qu'il y a l'eau et un monstre rituel sur le terrain, que vous ne puissiez pas du tout target ces monstres light avec des effets. C'est pour ça qu'on ne garde pas Imperm en main ou que c'est assez compliqué de passer le board. Dans la plupart des cas, le joueur Voiceless Voice, il va aussi avoir la piège qui va permettre de se détruire elle-même plus une carte que vous contrôlez quand vous le souhaitez, enfin quand il le souhaite, ou alors ce qu'il peut faire c'est renvoyer une carte Light Ritual Monster depuis sa main, son terrain, etc. dans le deck et respect. Au niveau de cet effet là, ce que vous devez entre guillemets craindre, c'est qu'il peut renvoyer, du coup là je vais renvoyer mon monstre, et il peut invoquer potentiellement Soravis. Soravis, il se spé, et effet de Soravis sur le terrain, il va permettre, quand il y a un effet qui est activé de l'adversaire, s'envoyer à la main et derrière de spé l'autre Soravis, le monstre rituel, qui lui va pouvoir avoir une negate sur une invocation spéciale que vous allez faire.
Donc bien faire attention à cet interrupt de plus qu'on ne peut pas forcément connaître vu que c'est dans le deck et qu'il va le chercher. Dernière chose à vraiment bien faire attention dans ce deck, ça va être au niveau de Prayer of the Voiceless Voice. Cette magie rituelle, si un monstre rituel quitte le terrain à cause de vos effets de cartes, il va pouvoir en réinvoquer un autre directement depuis le deck. Donc c'est là que par exemple une super polymérisation est complètement nulle, parce que vous envoyez l'eau plus Skull Guardian au cimetière, derrière il y a l'effet de la magie, il va respect un Skull Guardian, effet de l'eau dans le cimetière, elle se respect, effet de l'eau, elle remet une magie ou piège en zone magie ou piège. Donc il gagne des ressources si vous faites ou des golems de lave ou des choses qui vont envoyer les deux cartes au cimetière en même temps. On arrive maintenant à la tier list des cartes qui vont être impactantes contre ce deck là, donc on va juste s'intéresser au S pour vous expliquer exactement à quoi ça sert. Au niveau du premier, c'est Dimensional Shifter, il permet de bannir toutes les cartes, vu qu'il ne peut pas envoyer tous ses monstres et toutes ses ressources et sa lot, ça le gêne énormément. Droplet est une excellente carte contre ce deck là parce que ça permet de passer au-dessus du fait que l'adversaire ne veut pas être ciblé. En plus de ça, vous pouvez la chain quand vous voulez et possiblement ne pas vous prendre la negate de son monstre rituel Skull Guardian. Donc ça c'est intéressant, et en plus de ça, Skull Guardian baisse son attaque, donc vous pouvez le passer par battle et éviter que la carte magie rituelle se proc dans le cimetière et que vous vous en repreniez un autre dans la figure. Au niveau de Dimensional, juste là, Dimensional Ground, si vous êtes premier, c'est toujours intéressant à faire. Ça va bannir ces cartes, pareil, moins de ressources et ça peut être compliqué. Barrière dimensionnelle est aussi intéressante parce qu'on peut bloquer les monstres rituels et leurs invocations. Donc si vous le faites au bon timing, quand Saphira active son effet du cimetière, c'est super cool. Et Cosmic Cyclone est aussi Gucci, dans le sens où vous pouvez, et en tant que premier, la set et l'activer sur une de ces magies ou pièges continus pour le bloquer complètement. Et si vous êtes deuxième, vous allez pouvoir l'activer et bannir potentiellement ou une des cartes qui est set si vous arrivez à passer, ou potentiellement la magie continue qui va permettre ensuite que vous puissiez cibler ces monstres et que vous puissiez battle low. Donc ça c'est assez intéressant aussi. Donc voilà. On va maintenant s'intéresser au deck qui fait vraiment parler de lui en ce moment, qui est Tenpai Dragon, et on va en voir pas mal au niveau du CDF, donc vraiment vaut mieux se préparer contre. Au niveau des end-traps classiques qu'on va caser, donc dans un combo ça va dépendre pas mal de ce qu'il a en main, étant donné la magie de terrain. Au niveau de la magie de terrain, elle dit que pendant la main phase 1, ces monstres Tenpai Dragon, donc feu et dragon, ne sont pas affectés par vos effets de cartes activés, donc ça veut dire qu'ils ne prennent pas d'end-trap. Dans le cas où il prend des end-traps, au moment où l'adversaire fait son Tenpai Dragon Paidra, personnellement je fais imperm. S'il y a le terrain sur le terrain, à ce moment-là je ne le fais pas parce que ça ne lui fait absolument rien. Au niveau de H contre Tenpai, je vous conseille clairement quand l'adversaire est en battle phase et qu'il active ça Sangen Kaimen, c'est à ce moment-là de faire H. Pourquoi? Parce que sur Shundra, quand il va spé du deck, vu que c'est bien en dommage step, vous ne pourrez pas faire H, et que de le faire sur le terrain ou sur Paidra, ça reste quand même un petit peu moyen, dans le sens où il peut quand même avoir la magie en main, et vous ETK quand même. Donc personnellement, je la case principalement sur la magie rapide. Après, tout dépend bien sûr ce que vous avez sur le terrain, ce qu'il a dans sa main, etc. Tout dépend à chaque fois. Au niveau de Ogre, il n'y a pas de doute pour l'endroit pour le faire. Quand l'adversaire active son terrain, vous allez pouvoir Ogre, le détruire, derrière il ne va pas chercher de monstre, et potentiellement ils ne sont pas protégés pendant la main phase 1, donc vous pouvez caser 2 ten traps dessus et gagner la game comme ça. Donc vraiment Ogre, aucun problème, tout le temps le terrain. Dans le cas où vous avez une imperm et que l'adversaire vient activer son terrain préalablement, vous ne pouvez pas du coup faire l'effet sur Paidra. À ce moment-là, en général, Paidra il va chercher sa magie rapide, et pendant la battle phase, ce qu'il fait, c'est qu'il va faire sa magie rapide, donc là on va là en battle, il va faire sa magie rapide et il va chercher son Shundra. Son Shundra, il va directement le spé depuis sa main, comme ceci. Et à ce moment-là, vous pouvez potentiellement directement imperm le Shundra. Le problème, c'est que si vous attendez trop, il va battle avec, et au niveau de la dommage step, ce sera plus possible de faire imperm. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important de bien l'imperm directement quand il est sur le terrain pour pas miss timing avec ça. Ça va clairement pas vous sauver parce qu'il a quand même accès potentiellement à sa synchro, il va quand même avoir une sacrée force de frappe, mais clairement beaucoup moins élevée que s'il y avait le 3e dragon qui arrive sur le terrain avec son Shundra. Au niveau du board de base de Tenpai, en général il arrive quasiment jamais parce que l'adversaire va tout le temps vous faire deuxième. Dans le cas où ça arrive, c'est quelque chose qui est bon, pas forcément très logique, mais en soi c'est possible, et à ce moment-là il va juste faire un board assez basique avec une sphère. Donc là on va aller chercher Paidra, Paidra se spé, donc comme ceci, et possiblement s'il a envie de faire T0, il va faire une sphère pour ensuite pouvoir spé un monstre pendant le tour adverse, enfin pendant votre tour, et en plus vous renvoyez une carte à la main. En soi c'est pas très dangereux, la seule chose qui peut être dangereuse s'il fait ça, c'est qu'il doit être très solide sur ses end-traps. Là potentiellement vous avez qu'une interrupt que vous voyez, mais derrière il y a quand même 3 end-traps pour que derrière lui il ait quand même son terrain, donc il puisse aller chercher un dragon
et vous ETK au tour d'après. Donc bien faire attention au end trap surtout si l'adversaire fait premier, et en soi en général c'est quand même une situation qui arrive très peu. Les choses à faire attention au niveau de ce deck là, déjà le pot de prospérité. Faites attention, s'il fait un pot de prospérité au début de son tour, il a toujours la possibilité de vous ETK parce que ce deck est incroyable, mais clairement bien penser qu'il fait la moitié. Donc ne vous dites pas, ok, il a fait son dragon Paydra, je sais que j'ai perdu, je peux abandonner. Bien faire attention qu'il n'ait pas fait pot de prospérité parce qu'il va devoir entre guillemets plus se casser la tête. Bien faire attention toujours à Paydra, Shundra et Kaimen qui sont vraiment les cartes qui font des dingueries dans ce deck là. Et aussi essayer de gagner du temps avec ce deck. Si vous avez vraiment rien et que l'adversaire a juste un Paydra, c'est bête mais abandonnez parce que vous allez perdre du temps au time et que ce deck là, dans tous les cas, s'il a une carte, il vous ETK à 100%. Au niveau de la tier list des staples qu'on va pouvoir rentrer contre Tenpai, au niveau de Dimensional Shifter, ça va lui faire mal, étant donné que logiquement ces monstres doivent aller au cimetière, revenir du cimetière, et derrière ils peuvent réattaquer, et ainsi de suite. C'est ça qui crée le nombre de fous d'attaque. Donc Dimensional Shifter ou Dimensional Ground, si vous êtes premier, sont super intéressants contre ce deck. Vous faites votre barrière dimensionnelle pour déclarer synchro, et vous êtes sûr et certain de ne pas vous faire OTK. Au niveau des autres cartes, il y en a aussi qui sont très intéressantes contre ce deck là, mais qui sont vraiment que intéressantes contre ce deck là, que je vous mettrai actuellement à l'écran. Au niveau des autres cartes en A, au niveau de Ogre, comme je vous disais sur le terrain, très intéressant. Super Poli, si l'adversaire fait Plumeau ou Lightning Storm sur vos cartes face down, c'est compliqué. Mais si ce n'est pas le cas, une Super Poli, vous attendez qu'il y ait Shundra et le premier Paydra sur le terrain. Super Poli, vous faites un petit dragon ou un petit Garura, et puis après derrière il a absolument plus de ressources, et en plus il ne peut pas chain. Au niveau de H, intéressant sur la magie rapide, et c'est une H donc toujours intéressant quasiment tout le temps. Au niveau de Cosmic, je la trouve seulement intéressante quand on est premier, vous pouvez la set, et derrière possiblement s'il fait son terrain, vous faites Cosmic et vous bannissez son terrain, il va pas chercher un dragon, et vous avez toujours la main sur la possibilité de faire des end traps en main phase 1. On arrive maintenant à l'analyse du deck Yubel. Donc au niveau des end traps, clairement au niveau de Imperm, personnellement je vais la caser tout le temps sur l'invocation normale. Pourquoi? Parce que son invocation normale est quand même ultra importante, donc ou alors son Samzara Lotus qui va permettre derrière de spé la Spirit of Yubel, donc vous pouvez l'Imperm parce que c'est bien un effet sur le terrain, donc il sacrifie vos cimetières et ça s'active bien sur le terrain, donc si vous allez Imperm, il ne pourra pas résoudre son effet. Pareil, s'il commence son combo par Dark Beckoning Beast, on peut le Imperm ou le Veiler, ça va le bloquer, ça va l'empêcher d'avoir une invocation en plus sur le terrain pour invoquer son Lotus, et en plus de ça, il va pas chercher du coup Opening of the Spirit Gates. Donc au niveau de Imperm Veiler, 100% sur l'invocation normale, donc ou de Lotus ou de Dark Beckoning Beast. Au niveau de Ogre, on peut clairement seulement la caser sur Nightmare Pain, et lui éviter d'aller chercher des ressources en plus et de finir son combo, donc c'est la seule carte qui peut potentiellement le prendre, et vraiment ça reste utile. Pour finir, au niveau de H, il n'y a pas vraiment de carte qui est plus impactante. Ce que je fais en général personnellement, c'est de partir sur Samzara Lotus. S'il commence son combo avec ça, ça évite d'aller chercher Spirit of Yubel, et c'est un peu le seul truc qu'on peut faire. Pareil, si pour le coup il passe pas par Lotus, je vais sûrement la caser sur Nightmare Pain, ce qui lui évite d'aller chercher potentiellement son Grave Squirmer et d'avoir des spés et d'avoir accès à Unchained. Après honnêtement ça va vraiment dépendre de vous. Si par exemple il commence son combo par Spirit of Yubel et qu'il la détruit pour aller chercher une carte, vous pouvez H aussi à ce moment là. C'est vraiment en général le plus tôt possible au niveau de l'archétype Yubel pour l'empêcher d'accéder à des ressources pour ensuite faire un board plutôt conséquent. Mais il y a vraiment plusieurs possibilités de H selon votre deck et selon de quoi vous avez peur aussi. Au niveau du board de base, donc on va voir le combo un peu basique actuellement parce que c'est un petit peu changé au niveau de ce deck. Donc là c'est possible de H, personnellement je le ferai pas parce qu'il lui reste 4 cartes en main, donc c'est un peu trop dangereux et un peu trop se dire que le mec a brick. Là par contre je pense que je case ma H au niveau de Lotus. Derrière il va spé son Spirit of Yubel, il va aller chercher son Nightmare Pain à la main. Nightmare Pain, il va l'activer, il va activer son effet, pareil je ogre à ce moment là, sinon il envoie ça au grave et il va chercher directement son Squirmer, effet de Spirit of Yubel, effet du terrain, effet de Spirit of Yubel en 2. On va pouvoir spé une Yubel comme ceci et on va pouvoir aller chercher un terreur incarné et le spé. Derrière ça, on va pouvoir spé notre monstre depuis la main comme ceci, on va pas détruire de cartes. Et là, on a la loupe directement de Unchained, donc on va envoyer ces deux cartes-là au cimetière. Effet de Yama, on va chercher notre Charvara. Derrière ça, on va directement faire notre Link Unchained pour avoir notre monstre Link Yama au cimetière.
Derrière, je fais ça. Effet de mon Squirmer dans le cimetière, je le bannis. Je respect mon Spirit of Yubel. Je vais avoir l'effet de Charvara. Je pète ma Yubel encore une fois. Je spé Charvara. Effet Diama, effet Yubel. Comme ceci. Effet Yubel, on peut respect notre Yubel du cimetière. Effet Diama, on peut respect notre Spirit of Yubel. Derrière ça, on détruit notre Charvara. Effet de Charvara, on set notre piège. Et derrière ça, on va pouvoir avoir accès à Varudras qui va permettre d'avoir une negate. Donc au final, sur un board un peu classique, donc là c'est qu'un board, une carte. Derrière, il y a potentiellement des end-traps et d'autres choses qui sont set par exemple. Mais déjà, on va avoir une negate qui est Varudras qui va permettre de negate n'importe quoi en détachant un matériel. On accumule l'activation et en plus, il peut détruire une carte sur le terrain, ce qui peut ou vous gêner en détruisant des ressources ou se détruire une carte sur son propre terrain pour activer par exemple un effet de Yubel. En plus de ça, il a la loupe Unchained, donc il peut prendre un de vos monstres durant la main phase et avoir accès à une autre link. En général, on passe sur Little Knight pour qu'il vous bannisse une carte en plus et qu'il puisse rebannir quand il veut avec sa Little Knight. Et en plus de ça, on a Nightmare Pain, donc au tour d'après, je peux vous dire qu'avec ses Yubel, il va se faire plaisir et vous faire mal. Derrière ça, on a aussi Abominable Chamber of Unchained qui permet de spé le monstre Unchained du cimetière, donc ça peut aussi être utile. Au niveau des autres cartes qu'on n'a pas vu dans ce combo mais qui peuvent être sur le terrain et qui peuvent faire vraiment peur, ça va être Super Polymérisation et Eternal Favorite. Eternal Favorite, vous pouvez discard une carte. Si on contrôle le monstre Yubel, et bien Yubel tout court, pas Spirit of Yubel, on peut discard une carte et faire une Super Poly aussi, sauf que celle-ci on peut l'annuler. Au niveau de Super Poly, pourquoi c'est très intéressant dans le deck? Parce que s'il touche son parchemin, il peut potentiellement aller la chercher depuis son deck à sa main avec le nombre d'invocations qu'il va faire. Derrière ça, vous pouvez faire tout simplement Yubel The Loving Defender Forever, et ce monstre-là, il est magique parce que vous avez juste besoin d'un monstre Yubel, donc n'importe quel Yubel, et de monstres sur le terrain à effet. Donc en plus, c'est n'importe quel nombre de monstres à effet sur le terrain, donc potentiellement, vous avez un full board. Il fait une spé de sa Yubel, vous vous dites ok, donc là j'ai encore 8 negates, je suis à l'aise. Il fait super polymérisation, il prend tous vos monstres et il fait son monstre Yubel. Il vous en laisse à la rigueur un qui est pas trop cool pour se taper avec et pour vous faire des dégâts. Donc clairement, faire beaucoup attention à super poly qui peut être set et beaucoup aussi à sa piège parce que c'est une mécanique extrêmement forte. Pour finir, on arrive sur la tier list des staples au niveau de ce deck là. Donc pareil, on va avoir au niveau de notre Dimensional Shifter et Dimensional Ground si on est premier. Le fait de bannir ses ressources, ça fait mal, on a besoin d'aller au grave, on a besoin d'être détruit et d'aller au cimetière, donc c'est un petit peu gênant pour lui. Au niveau de Cosmic Cyclone, c'est intéressant en premier, en deuxième. En premier, vous allez la set, vous allez pouvoir l'activer et bannir ou son terrain ou Nightmare Pain pour empêcher l'activation et qu'elle dégage du terrain. Et en tant que deuxième, c'est intéressant pour bannir Nightmare Pain, ce qui derrière peut, entre guillemets, plus vous permettre de passer les monstres. Au niveau de Super Poly, ça reste intéressant de jouer le feu par le feu. Super Poly parce que tous ces monstres sont quasiment ténèbres, même sur son board final, une petite Super Poly, et ça vous fait un monstre fusion rapidement. Golem de lave est intéressant dans la plupart des boards. Au niveau des kaiju, pareil, parce qu'on a toujours quelque chose comme Varudras ou un Yubel qu'on a envie de passer, et ça reste quand même assez compliqué. Droplet est intéressante aussi parce qu'on va annuler les effets des Yubel, donc on va pouvoir les passer par battle, donc ça reste aussi intéressant. Au niveau des autres cartes, donc Evenly reste aussi très cool je trouve en tant que deuxième contre ce deck parce qu'il y a beaucoup de ressources, Lightning Storm, Dark Ruler un petit peu moins je trouve, enfin il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes contre ce deck, mais je vous conseille vraiment les rangs S qui vont vraiment changer la game contrairement aux autres. Donc voilà pour l'archétype Yubel, j'espère que ça vous aura aidé parce que c'est un excellent archétype. On arrive maintenant sur l'ennemi public numéro 1 qui est Snake Eye. Au niveau de Snake Eye et des End-Traps. Au niveau de ma impermanence, ce que je vais caser en général, ça va être sur H. Pourquoi sur H? Parce que il commence ses combos, donc il va permettre et de tuto, et aussi en ayant une imper moins Veiler sur lui, il ne pourra pas activer son effet qui lui permet de s'envoyer lui-même plus une autre carte du terrain au cimetière et d'invoquer Flamberge. Donc en fait ça va bloquer les deux effets en un, donc c'est pour ça que c'est super intéressant de faire une imperm ou un Veiler dessus. Si vraiment dans son combo il ne passe pas par ça, vous pouvez le caser sur d'autres choses, mais dans la plupart des situations il passe par H, donc faites-le sur H. Au niveau de ma H tout court, H Blossom, pardon, la End-Trap, dans le cas où il va faire sa loupe avec Diable Star et aller chercher son Original Sinful Spell Snake Eye, au moment où il fait Sinful Spell Snake Eye, il va envoyer une carte au cimetière et je vais H. Pourquoi? Parce que il va avoir deux cartes qui vont être envoyées au cimetière pour absolument aucun résultat. Au niveau de ce moment-là, ça lui évite une spé d'un monstre feu niveau 1, donc ça va tout simplement permettre de le bloquer à ce moment-là et je trouve que c'est le meilleur moment à H.
Au niveau de Ogre, il n'y a pas vraiment beaucoup de situations où c'est intéressant. Personnellement, je le trouve intéressant sur la nouvelle carte qui est Snake Eyes Diable Star. Quand il active son effet dans certains cas pour reprendre un Snake Eye dans le cimetière et le remettre en zone, vous pouvez activer Ogre, ça évite au monstre Snake Eye de remonter et ça évite à Snake Eyes Diable Star de se spé. Donc je trouve que c'est un peu la meilleure situation et quasiment la seule. Au niveau du combo, une carte de ce deck là, donc on va arriver sur le board de base, donc on va faire H, activer l'effet de H, aller chercher notre Poplar. Poplar active son effet comme on a été le chercher, il va se spé. Effet de Poplar, il peut aller chercher une magie de l'archétype, on va chercher notre Divine Temple. Divine Temple, on va pouvoir l'activer directement sur le terrain et placer notre Snake Eyes Hawk. Derrière ça, on va activer l'effet de notre H, donc c'est pour ça que c'est important de le imperm parce qu'il va tout simplement s'arrêter sur H. Au niveau à ce moment-là de faire H, on peut activer son effet. Potentiellement, on peut envoyer Hawk et H au cimetière. Actuellement, je trouve que c'est aussi une très bonne situation. On peut H Blossom pour l'empêcher d'aller chercher son Flamberge. Il y a 2 cartes qui sont parties au cimetière. Il n'a clairement accès à plus rien s'il n'a pas de carte en main pour tout simplement se sauver. Donc H à ce moment-là est aussi très intéressante. Derrière ça, on va faire notre Flamberge directement sur le terrain. Derrière ça, on va pouvoir passer sur notre IP Mascarena en envoyant ces monstres-là au cimetière. On va bien faire effet chain 1 de Flamberge ici et chain 2 de Poplar. Donc ce n'est pas possible de faire une Ghost Bell si l'adversaire gère bien ses chain blocks. Au niveau de ça, on va pouvoir replacer notre Flamberge en zone magie et piège et on va pouvoir réinvoquer notre Hawk et notre H, on s'en fiche un petit peu, comme ceci. Derrière, effet de Hawk, on va pouvoir remonter notre Poplar sur le terrain, comme ceci. Après ça, on va pouvoir passer sur notre Apollousa. Donc là, en soi, on peut prendre Nibiru, mais derrière, on a quand même Flamberge qui va se réinvoquer avec notre Divine Temple. Donc on n'est pas non plus trop dans la sauce. Derrière ça, on va pouvoir faire directement notre Apollousa avec ces monstres-là. Comme ceci. Derrière, on a un Apollousa à 2004, ce qui fait quand même 3 negates. Effet de Hawk, on va s'envoyer nous-mêmes et Flamberge au cimetière pour invoquer un autre Flamberge. Et derrière ça, effet de Flamberge, on va pouvoir aller chercher notre Mascarena. Au niveau des choses qui sont vraiment compliquées à gérer dans Snake Eye, au niveau d'un board de base, il y a déjà une Apollousa, vous prenez Imperm, vous prenez TTT, ça prend pas mal de choses, mais derrière ça, le problème c'est plus les ressources. Pendant le tour adverse, il va pouvoir activer l'effet de son Flamberge, réinvoquer sa Mascarena. Si vous faites quelque chose sur le Flamberge, il y a le terrain qui va invoquer la Mascarena, donc ça ne sert quasiment à rien. Donc comme ceci. Et au niveau de ce qu'il peut faire, il peut faire aussi une Mascarena pendant le tour adverse, faire sa Little Knight avec notre Flamberge. Et le problème, c'est pas vraiment qu'il y a beaucoup d'interrupts dans ce deck-là, mais c'est plus les effets qui vont arriver après et les ressources qui reviennent. C'est vraiment excellent. Derrière ça, il peut avoir aussi des sets et des N-Trap. On est sur un combo une seule carte. Donc là, on va avoir l'effet de Little Knight qui va permettre de bannir une de vos cartes. Et il y a l'effet de Flamberge qui va permettre de remonter tous ces monstres. Juste ici, Snake Eye, donc comme ceci. Effet D2, donc on va faire effet de Hawk pour respect notre Poplar. Effet de H pour tuto. Et derrière, on peut aller chercher un Poplar. On peut respect notre Poplar. Effet de Poplar. On peut le respect si on a envie, et on peut aller chercher notre Snake Eye. Le problème de ce deck, ça va être clairement les ressources, donc faites bien attention à ça, mais au niveau du board de base, c'est pas non plus le truc le plus vénère, sauf si 3 N-Trap en main, plus un board de base. Au niveau de Snake Eye, il ne faut pas oublier aussi qu'il a un combo, une carte pour vos ETK, et pour ce faire, il a quand même besoin de 2 prérequis, c'est d'avoir 3 monstres feu sur le terrain, ou 2 monstres feu un autre monstre, parce qu'il passe par Ita, et derrière, c'est que vous ayez au moins un monstre sur le terrain, pour que sa Prométhéan, donc Zilantis va activer son effet, il bannit tout, derrière ça vous refait une invocation spéciale sur votre terrain, et ça fait proc la Prométhéan Princess dans le cimetière. Donc il faut bien que vous ayez minimum un monstre, plus qu'il ait quelques monstres sur le terrain, mais c'est quand même extrêmement simple, et en plus de ça, faites attention parce qu'il peut détruire 2 ou 3 cartes, je crois, durant le combo, donc c'est quand même énorme, donc bien faire attention à ce combo qui est très très fort. On va finir l'analyse du deck avec la tier list de toutes les staples. Donc on va voir Chaos Hunter, j'ai mis quand même en S, parce que si vous arrivez le spé pendant son tour et que derrière tout est banni, ça va être compliqué à lui de gérer. Donc pareil, Dimensional Ground, on va avoir notre frérot Dimensional Shifter. J'ai quand même mis Droplet en S, étant donné que sur son board, il y a quand même une Apollousa et notre Flamberge. Donc on peut potentiellement ou annuler la Mascarena et la Apollousa, ça reste quand même sympathique. Malgré qu'il a beaucoup de ressources derrière, vous pouvez quand même faire votre board et potentiellement le remonter selon votre board. TTT, je le mets aussi en S parce que ça va nous permettre de récupérer potentiellement la Apollousa. Et derrière ça, la Apollousa peut nous servir pour nous bloquer ses propres effets. Pour moi, la carte qui va être le plus impactante contre un Snake Eye, mais possiblement
que contre un Snake Eye ou très peu de decks, ça va être Soul Release. Soul Release, elle permet de target 5 cartes dans n'importe quel cimetière et les bannir. Pourquoi c'est intéressant? Parce que du coup, il fait tout son board, à la fin il a bien Masquerena et Apollousa et possiblement d'autres choses, mais le truc c'est que ça reste une magie, donc Apollousa ne la dégage pas, et même s'il fait d'autres effets, ça ne change rien. Donc vous pouvez directement, durant Outman phase 1, activer Soul Release et bannir toutes ses ressources et Snake Eye, et possiblement bannir aussi sa Promethean Princess dans le cimetière, qui aurait eu une interrupt de plus pour vous détruire un monstre. Donc clairement, il faut vraiment ne pas négliger cette carte, elle fait extrêmement mal au deck, et elle est quasiment incontrable pour l'adversaire. Donc ça reste intéressant. Après ça, bon, il n'y a pas non plus trop de magie contre Snake Eyes, ça reste le deck le plus méta actuel, et en général, il a vraiment extrêmement beaucoup de ressources, donc je vous conseille de faire le max, mais des fois c'est juste pas possible contre ce deck-là. Donc voilà pour l'analyse de Snake Eye. On arrive maintenant sur notre ami Branded avec Despia, qui est un deck qui va aussi être très représenté au niveau des end traps. Si vous avez votre hache et que vous voulez l'utiliser, la meilleure façon de le faire, c'est sur Branded Fusion à 200%. Seule situation où vous ne la faites pas sur Branded Fusion, c'est si vraiment il ne la touche pas, ou s'il a Branded Lost déjà sur le terrain, parce que Branded Lost va vous empêcher d'annuler l'activation et les effets des cartes fusion, donc vous pouvez l'activer mais ça ne servira à rien. Dans le cas où Branded Fusion est déjà passé, vous pouvez le faire sur potentiellement d'autres choses, à vous de regarder un petit peu ce qui reste, ses cartes en main, etc. Mais principalement, gardez votre hache pour la Branded Fusion, tout le temps. Au niveau de Imperm et Veiler, je le conseille sur principalement Aluber. Pourquoi? Parce que Aluber va chercher toutes les cartes Branded, donc dans le cas où il a déjà Branded Fusion en main, il va potentiellement aller chercher sa Branded Lost, et dans le cas où il n'a pas Branded Fusion, il va essayer d'aller la chercher. Branded Fusion, c'est vraiment la carte qui va permettre au deck d'avoir extrêmement beaucoup de ressources et d'avancer dans ses combos. Donc de Imperm 1 Aluber, c'est super intéressant, peu importe la situation. Dans le cas où vraiment il n'a pas Aluber, ça peut être aussi intéressant de Imperm la Queen, qui va permettre d'envoyer au cimetière des cartes du deck et qui va permettre aussi d'en respect depuis le cimetière. Donc de faire Imperm ou Veiler sur Queen, c'est pas non plus ridicule. Au niveau de Ogre, ça reste une trappe qui est très mauvaise, qui est vraiment pas très utile contre ce deck là. Vous pouvez le faire mais ça va pas être très impactant. Et au niveau de Ghost Bell, il y a deux possibilités qui sont intéressantes. C'est si l'adversaire fait Queen pour remontrer un monstre du cimetière, de faire Bell, ça peut être sympa. Mais c'est surtout utile pour Branded in Red, qui va permettre de reprendre une carte de cimetière puis faire une fusion. Et ben vous faites votre Bell et du coup il n'y a aucun des deux qui se résout. Donc là c'est beaucoup plus impactant. Au niveau de la lock qui fait le plus peur dans ce deck, ça va être celle avec notre monstre juste ici, Albion, donc je vais vous le montrer. Il y a vraiment plusieurs possibilités de le faire, mais ça c'est vraiment la version en une seule carte. Donc on va passer par Lubellion en voyant Tragédie et notre Fallen of Albaz. Derrière ça, effet des deux, donc effet de notre Lubellion, on défausse 1, effet de notre Despia, on va pouvoir aller chercher notre Aluber, et notre Lubellion va nous permettre d'avoir accès à notre Mirror Jade, comme ceci. Derrière ça, je vais pouvoir norm mon Aluber, effet d'Aluber. À ce moment-là, je peux aller chercher, vous voyez absolument toutes les cartes du deck, donc c'est pour ça que c'est bien de le negate. Derrière ça, il va pouvoir aller chercher son Branded Opening. Branded Opening, il va pouvoir l'activer, envoyer au cimetière une carte et spé sa Queen. Queen, elle arrive sur le terrain, effet, elle va envoyer la Blazing Cartesia au cimetière. Derrière ça, effet de notre Mirror Jade, on va envoyer notre Albion au cimetière et on va bannir notre Aluber pour faire proc notre Queen. Queen active son effet, on respect notre Cartesia depuis le cimetière. Effet de Cartesia, on va faire notre premier grand guignol avec ces deux monstres là, comme ceci. Effet de grand guignol, on envoie notre Titanic Lad au cimetière. Derrière ça, on va pouvoir dire end phase, et en end phase, on va mettre en place notre lock. Donc on va activer l'effet de Albion, on va pouvoir set notre Branded in Red sur le terrain, et on va pouvoir activer l'effet de Titanic Lad, qui va nous permettre d'aller chercher un Fallen of Albaz, qu'on le spé ou qu'on l'ajoute à la main, ça ne change rien. Comme ceci, et on va pas faire l'effet de Cartesia parce qu'on va la spé avec notre Queen un petit peu plus tard. Derrière ça, quand l'adversaire fait quelque chose, on peut faire notre Branded in Red, remonter notre Despia et faire notre fusion. À ce moment-là, on va faire Sanctifier avec ces deux monstres-là, comme ceci. Derrière ça, effet de Queen, on va pouvoir respect, comme je vous disais, la Cartesia depuis le cimetière. Effet de Cartesia, on va attendre la main phase. Effet de Cartesia, on va refaire un grand guignol avec ces deux monstres-là, comme ceci. Effet de grand guignol, il envoie Puppet au cimetière, comme ceci. Effet de notre Albion, on va target notre Mirror Jade et le Puppet. On va spé sur notre terrain, du coup, le Mirror Jade, et on va spé le Puppet chez l'adversaire.
derrière ça, vous qui êtes l'adversaire, vous êtes lock au niveau de Puppet parce que vous ne pouvez que invoquer spé des monstres Gimmick Puppet. Donc cette lock elle est très compliquée à gérer. Là actuellement je l'ai fait pendant le tour de l'adversaire, donc vous avez potentiellement des super polis, des droplets, des choses comme ça qui vont faire la diff. Dans le mood où l'adversaire fait tout pendant son tour, il finit vraiment avec Albion, et Albion pendant votre tour en draw phase, il fait son effet, il remonte la Gimmick Puppet et vous avez quasiment aucune réponse parce que ce monstre là ne peut pas être utilisé comme matériel de fusion, donc on ne peut pas super poly, et aussi il n'est pas targetable par les effets de cartes, donc pas d'imperm à ce niveau là non plus. Donc à part Droplet, il y a vraiment très peu de cartes qui vont permettre de passer cette lock là, donc c'est pour ça qu'il faut y faire très attention. Au niveau de la vraie force de ce deck, vous allez le voir quand vous allez jouer contre, c'est que si vous connaissez même bien ce deck là, ça reste compliqué de suivre, parce que peu importe ce qu'il a en main, il a toujours des solutions pour aller quelque part, et vous savez pas forcément où est-ce qu'il va, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de combos différents, et beaucoup de finalités différentes. Dans le pire cas, vous prenez la loupe avec Albion que je vous ai montré, et dans le meilleur cas, vous avez des interrupts, mais ça reste un terrain entre guillemets possible à passer. Faut juste faire attention toujours au cimetière, et faire attention aussi au tour d'après, parce que ces ressources sont assez grosses au début de la game, et après ça commence à se réduire petit à petit. Mais bien faire attention à absolument toutes les cartes dans le cimetière, comme rien que Aluber, ça fait longtemps qu'elle existe, mais des fois les gens se font quand même avoir. Vous envoyez un monstre fusion au cimetière, il se respect, il négate votre monstre, et ça calme un petit peu tout le monde. Donc bien relire les cartes, bien faire attention, et honnêtement ça reste la force du deck de pouvoir aller dans 1 million de directions, donc c'est très compliqué, très compliqué à prévoir ce qu'il va faire. On finit comme d'hab avec la tier list des end-traps, etc. Donc au niveau de shifter, ça reste très intéressant, ça bloque complètement le deck. Pareil pour Dimensional Ground, H je l'ai mis en S parce que si le gars fait Branded Fusion et que vous faites H, dans certains cas il fait quasiment plus rien ou du moins très peu d'interrupts. Donc H est une excellente carte et c'est pour ça que certaines versions vont jouer Cross-Out pour bloquer ça. Au niveau de dimensionnel, juste ici la barrière dimensionnelle, quand vous êtes premier de faire fusion juste après qu'il ait fait une Branded Fusion, le plaisir, vous verrez dans ses yeux la haine, c'est le plaisir qu'on aime tous. Au niveau de Super Poly, c'est aussi super intéressant, sauf dans le cas où vous prenez ce monstre-là, Sanctifier, qui va vous lock. À part ça, Super Poly est quand même très intéressante contre le deck, et vous prenez pas forcément cette lock tout le temps. Donc voilà, au niveau de Droll aussi, je l'ai mis, et Droplet, je les ai mis en A, je pense qu'ils iraient en S. Droll, il va vraiment aller chercher beaucoup de cartes dans sa main, et au niveau de Droplet, très intéressante aussi pour, c'est une des seules solutions dans le cas où Sanctifier est sur le terrain en draw phase, vous faites Droplet et vous prenez pas la lock. Donc bien faire attention à ce deck, il est extrêmement fort même actuellement. C'est tout pour moi pour cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée, j'espère qu'elle a été utile et qu'elle va vous servir pendant le CDF. Je n'ai pas parlé forcément de tous les archétypes, j'ai parlé pour moi des 5 qui sont vraiment méta et qui sont aussi nouveaux, parce qu'il y a des choses comme on va dire Kashtira, Sky Striker, Flunder, il y a plein de choses qui sont encore dans la méta mais qui sont là depuis vraiment beaucoup plus de temps, même purely, où je voulais pas forcément réaborder des choses qui ont été abordées des centaines de fois par plein de gens. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo a été utile, n'hésitez pas si je me suis trompé, il y a eu beaucoup d'informations. Si vous n'êtes pas d'accord sur certaines tier lists ou si vous avez des idées de side pour les gens où vous vous dites cette carte elle me fait gagner à chaque fois contre ce deck, n'hésitez pas à vous donner des infos. Voilà, ciao ciao, à plus et bon courage pour le CDF, on se croise là-bas, ciao ciao et on va kiffer.